Luxembourgeois, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien réalisé par votre média L'événement en vue des élections du 8 octobre. Après nous être entretenus avec la tête de liste du centre du parti ADR, avec Monsieur Penning, aujourd'hui nous accueillons Madame Cahen, bonjour, Bonjour. représentante du DP, du parti DP Démocratische Partei et ex-ministre de la Famille pendant plus de 10 ans. La DP est un parti dit national libéral du centre, dont la figure la plus importante est Monsieur Xavier Bettel. Le parti est une des deux plus grandes formations politiques du pays avec la CSV. Ils font partie du gouvernement et Xavier étant le Premier ministre. Madame Cahen, tout d'abord, nous aimerions savoir comment allez-vous et comment sentez-vous ces élections? Moi, personnellement, je vais très bien. C'est une belle journée avec un ciel bleu. Les élections, je pense que les défis sont énormes et j'espère que les électeurs vont vraiment lire les programmes et voter par rapport au programme. Et là, je suis très confiante. D'accord. Ok, ne perdons plus de temps et nous allons directement aborder le vif du sujet. Dans une première partie, nous allons aborder des questions courtes de société qui nous permettront de voir vos convictions et la vision de votre parti. Dans une seconde partie, nous évoquerons votre action au gouvernement. Et dans une troisième partie, nous ferons des questions beaucoup plus longues sur des aspects beaucoup plus concrets qui pourront donner davantage de débat. Et en fin de compte, on aura une brève conclusion dans laquelle des questions cruciales vous seront posées et pour convaincre bien sûr les électeurs. Alors sans plus tarder, la première partie avec les questions courtes. Et on insiste, on aimerait bien avoir des questions plutôt brèves avec du pour ou contre. Ok. Commençons par la première question. Donc, droite ou gauche et pourquoi? DP, milieu. On est au milieu de la société et on est au milieu du spectre politique. Y a-t-il un parti d'extrême droite au Luxembourg d'après vous? D'après moi, il y en a qui frôlent absolument l'extrême droite. Liberté ou égalité? Les deux. La liberté est importante et il est important aussi que tout le monde soit égal et tous soient égaux devant la loi. Et c'est pour ça que je m'engage aussi. Je trouve que la pauvreté ne doit pas s'hériter et la richesse non plus. Il faut que les enfants aient tous les mêmes chances de réussir dans la vie et de pouvoir réaliser leurs rêves et oui, ce qu'ils veulent. Donc voilà. D'accord. Pour ou contre la légalisation de la consommation de cannabis et pourquoi? On a fait un premier pas pour légaliser le cannabis. J'insiste pour que ce soit pour les adultes. Le cannabis médical, en tous les cas, oui, et le cannabis pour les adultes aussi. Je pense qu'il faut le décriminaliser. Pour ou contre la dépénalisation des drogues? Contre. Pour ou contre l'euthanasie? Pour, parce que je pense que ça doit être un droit de décider aussi de sa propre mort si on est très malade, donc pour. Ok. Pour ou contre l'avortement? Pour, parce que l'avortement est le droit de la femme de décider de son corps, donc pour l'avortement. Êtes-vous favorable au mariage pour tous? Absolument. Pour ou contre le vote à 16 ans? Pour, j'ai moi-même des enfants et je trouve qu'ils étaient tous assez matures pour voter à 16 ans. D'ailleurs, j'ai une de mes filles qui a 17 ans maintenant et qui ne va pas voter pendant très longtemps puisque les Ok. prochaines élections ne seront que dans 5 ans. Ouais. Concernant l'Union européenne, l'Europe des nations ou les États-Unis d'Europe? L'Europe des nations. Pour ou contre l'impôt sur la fortune? Contre. Euh, Est-ce que le Luxembourg a raison de soutenir l'Ukraine? Absolument. Et j'ai même des Ukrainiens qui habitent à la maison. Ok. À l'époque, étiez-vous pour ou contre le pass sanitaire? Au moment où on l'avait, j'étais pour. Êtes-vous féministe? Non. Êtes-vous favorable au fait d'imposer aux restaurants de servir des carafes d'eau? Absolument, oui. Croyez-vous au multiculturalisme? Absolument. Que pensez-vous du voile islamique? C'est une conviction religieuse et il y a des endroits où la religion ne devrait pas interférer. Il y en a d'autres où où on est libre voilà. Tout le monde doit être libre de penser et de croire en ce qu'il veut pour lui-même, mais ne doit pas l'imposer au reste de la société. Êtes-vous favorable à la parité homme-femme? Absolument. Étiez-vous pour le vote des étrangers aux élections nationales lors du référendum de 2015? Oui. Pour ou contre l'interdiction de TikTok pour des raisons d'éducation
publique et d'ingérence étrangère. Plutôt contre, Est-ce que la lutte contre le réchauffement climatique est une de vos priorités? absolument. Faut-il continuer avec l'immigration au Luxembourg? Je pense qu'on ne fait pas l'immigration. L'immigration se fait parce que on a besoin de gens qui viennent travailler. Puis on a des gens qui ont besoin de se réfugier par rapport à leur pays d'origine où ils sont en danger. Donc c'est pas pour ou contre, mais il faut s'il y a des gens qui ont besoin d'aide, il faut les aider. Et puis s'il y a des gens qui veulent venir s'installer ici pour travailler ici, et ben tant mieux pour nous parce qu'on en a besoin. Est-ce que le Luxembourg est bien géré à l'heure actuelle? Absolument. Est-ce pour ou contre le système des écoles internationales? Je pense que si on parle de personnes venant de l'étranger pour travailler au Luxembourg, ils ont besoin d'écoles pour leurs enfants. Et je trouve qu'il faut des écoles publiques pour tous les enfants et pas seulement pour une catégorie d'enfants. Et je suis absolument favorable à ces écoles. Est-ce que le Luxembourg est ou fut un paradis fiscal? Non, jamais. Grand-duché ou république? Grand-duché? Est-ce que la promotion du luxembourgeois est un sujet fondamental? Oui, parce qu'une langue n'est pas seulement une langue pour se comprendre et pour se parler, mais c'est toute une culture et des traditions qui sont derrière. Et donc, je trouve que l'apprentissage de la langue du pays est très important. CSV ou LSAP? Ni l'un ni l'autre. LSAP ou Daygren? Aussi, ni l'un ni l'autre. Pirate ou ADR? Aucun. Est-ce qu'on est en sécurité au Luxembourg, d'après vous? Oui, je pense que le sentiment d'insécurité est quelque chose de subjectif. Je pense qu'on est en sécurité et ceux qui pensent qu'on n'est pas en sécurité au Luxembourg n'ont pas encore vécu ailleurs. Mais évidemment, ce n'est pas une situation qui est partout et tout le temps, donc il faut qu'on y travaille. Quels sont les 3 sujets prioritaires qui vont être sur le bureau d'un Premier ministre? Le logement et le logement. D'accord. Quels sont les 3 dangers qui menacent le Luxembourg? Ah, ça c'est une bonne question. Moi, je pense qu'en ce moment, venant d'une famille juive, je pense que la guerre en Europe fait peur à beaucoup de gens. Donc je pense que ça c'est Une guerre en quelque Europe. chose, une guerre en Ok. Europe. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas, ça dépendra du nouveau gouvernement aussi. Et j'espère que Xavier Bettel sera toujours à la tête du gouvernement et je ne me ferai pas de soucis pour le Luxembourg. Ok. Et quel est le politicien actuellement dans le monde que vous prenez comme exemple, qui vous inspire par exemple? Actuellement, Oui. pour moi, c'est Xavier Bettel parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille avec lui. Je vois comment il travaille et je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment qui est à l'écoute des gens et qui est bon pour notre pays, bon pour l'Europe et bon pour le monde. Super. Ben, nous allons passer à la seconde partie avec des questions qui évoqueront votre action au gouvernement. Donc, je laisse la place à Monsieur Vercher. Ça va, c'est pas trop lent? Non, c'est parfait. Vraiment, c'est très bien, c'est très bien. Donc, comme mon camarade a bien dit, on va passer à la seconde partie, le gouvernement, votre action au gouvernement, parce que vous faites partie d'un gouvernement qui a été composé. Pendant 10 ans, vous avez été ministre de la Famille dans un gouvernement qui fut élu en 2018, une coalition entre les Verts, le Parti socialiste. Vous avez traversé la guerre en Ukraine, la pandémie. Et la première question qu'on voudrait vous poser très concrètement, c'est expliquez-nous ce que vous avez fait au gouvernement. Parce que tous les citoyens ne regardent pas forcément l'actualité. On aimerait savoir concrètement qu'est-ce que vous avez produit pendant ces 10 années, quelles ont été vos causes, les mesures, les lois que vous avez portées. J'espère qu'on a beaucoup de temps parce que ça va prendre pas mal de temps si je vous dis tout. Les points principaux. Les points principaux, c'est l'introduction du nouveau congé parental. On a aujourd'hui plus de jeunes papas qui profitent du congé parental que de jeunes mamans, donc c'est un vrai succès. Avant, ce n'était pas du tout le cas. Une loi dont je suis très fière, c'est la loi sur l'accessibilité. Nous voulons que notre pays soit accessible à tous et partout. Donc pas seulement pour les gens en chaise roulante, mais aussi pour les gens en chaise roulante, mais les gens qui sont aveugles ou sourds, malentendants, les gens qui ont des problèmes cognitifs, etc. Donc c'est une très très grosse loi. Ensuite, la loi sur le vivre ensemble interculturel, parce que nous avons un pays qui est composé de presque 50% de non-luxembourgeois, et nous voulons nous voulons qu'ils participent à la société. On veut pas que les communautés restent l'une à côté de l'autre, mais qu'on se réunisse et qu'on collabore. J'ai fait la nouvelle loi sur le REVIS, donc c'est le revenu minimum garanti. Avant, quand il existait encore, plus on travaillait, on ne gagnait pas plus. Au contraire, on gagnait moins. Et là, en fait, on a vraiment mis un accent sur les monoparentaux, les hommes ou femmes qui élèvent seuls leurs enfants, qui gagnent pas beaucoup ou rien du tout, etc.
Donc ça, c'est, Ok. il y en a plein d'autres, hein, mais Ok, vous me bah demandez les c'est déjà ça. principales là, des dernières Oui. années. Que, bien évidemment, quand on est élu, c'est un CDD, c'est un contrat à durée Absolument. déterminée, c'est 10 Mhm. ans. Donc, quel est votre bilan? Quel est le bilan du DP? Parce que vous représentez aussi le Parti démocrate. En quelques lignes, les points forts, mais aussi les points faibles, car il peut y en avoir aussi, si vous jugez qu'il y a des points faibles, bien évidemment. Ben, en fait, je crois que le pays aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 10 ans. On est quand même un pays plus libéral. On est très, oui, je pense que c'est un pays. Quand j'entends mes copains non luxembourgeois parler de Luxembourg, ils adorent être ici. La culture, l'offre culturelle, mais aussi l'offre d'emploi au Luxembourg, etc. Ben, on a vraiment changé le pays avec la cérémonie civile, par exemple, qui n'est plus à la cathédrale. Il y a toujours une cérémonie pour la fête nationale à la cathédrale, mais on a une cérémonie civile qui est vraiment à chaque fois ça donne la chair de poule Ouais. tellement c'est beau. On a fait énormément de réformes. L'école n'est plus la même. On a aujourd'hui des écoles internationales, des écoles pour tous les enfants et pas seulement pour les enfants de nationalité ou qui parlent le luxembourgeois à la maison. Et je pense que c'est très important de donner les mêmes chances d'avenir à tous les enfants. Maintenant, s'il y a un point qu'il faudra qu'on fasse maintenant, si on a la chance de rester au gouvernement, c'est une réforme fiscale. On va y Justement, venir, on va y venir. voilà. Donc, On mais va y puisque venir dans vous les avez posé prochains. la question, On va je y vous le venir. dis. Voilà. Donc, les élections sont le 8 octobre. Le 8 Mhm. octobre, les électeurs et les jeunes devront laisser lâcher un vote dans l'urne. Ils devront poser le vote dans l'urne. Quelle est la mesure que vous pensez qu'ils devraient avoir en tête lorsqu'ils penseront au DP? Quelle est la mesure vraiment phare? Ils se disent, je dois voter pour eux parce que ils ont fait cette mesure concrètement. Un truc qui marque Qu'on les va 10 ans. faire, qu'on Non, va faire. que vous avez déjà fait. Parce que ça fait 10 ans que Bah, vous pour avez un les certain jeunes, bilan. c'est la réforme du congé parental. On voit que Ok. c'est un vrai succès. C'est vraiment la réforme du congé parental, mais c'est aussi la gestion des crises, de toutes les crises qu'on a eues et qu'on a toujours. Je pense que le Parti démocratique a démontré qu'on est vraiment les bons gestionnaires de crise. Ok. Un gouvernement, surtout au Luxembourg, c'est des élections à la proportionnelle, donc c'est des coalitions. Mhm. Avec qui souhaiteriez-vous faire une coalition et avec qui ne souhaiteriez-vous pas faire une coalition? Bah, c'est l'électeur qui décidera. Les électeurs décideront comment devrait être la coalition. Je pense que les partis du milieu, on peut tous coaler. Maintenant, les partis d'extrême, je nous vois mal faire une coalition Quels avec sont des les partis partis extrêmes? d'extrême. Oh bah je veux pas tous les citer, mais vous les connaissez. Il y a des partis plus populistes et puis des partis plus extrêmes. Et là, je ne Pourquoi ne vois pas les citer? pas. Pourquoi pas ne pas les Bah, citer? par exemple, l'ADR, il en Ok. est pas Et à question. gauche, par exemple? D-Link, c'est Ok. pareil. Je pense Ok. qu'on pourra pas trouver de terrain commun point de vue programme. Ok. Et c'est possible d'avoir une coalition donc entre le Parti démocrate et les chrétiens sociaux. Ça, ce serait possible. Bah, oui, ça serait possible. Oui. Ok, ça va. Bon, on va passer à une troisième partie avec des questions beaucoup plus globales, mais beaucoup plus concrètes. Sans tarder, l'économie, premièrement. On sait qu'il y a une énorme crise du logement. On veut Mhm. 3 mesures très concrètes, pas des explications, mais 3 mesures, ce que vous allez mettre en place dès que vous êtes au pouvoir, si vous êtes au pouvoir. Oui, il faut construire plus dense, plus dense et plus haut. On a besoin de construire aussi des logements un peu plus petits parce qu'on a à Luxembourg, contrairement à Paris par exemple, on vit très grand. Donc si on veut plus de logements, il faut peut-être aussi revoir la taille des logements Ok. et il faut soutenir les jeunes pour l'acquisition d'un premier logement. Ok. Concernant maintenant le chômage est à 4,5%, ce qui est un chiffre plutôt relativement bon Mhm. dans la moyenne de l'Union européenne. Mais on a regardé des prévisions de la Commission européenne qui disent que le chômage devrait augmenter dans les 2 années qui viennent, de 0,5% potentiellement, donc qui passerait à 5%, ce qui est un chiffre relativement moins bon, sachant que dans beaucoup de pays en Europe, le chômage est en train de baisser. Quelle est la mesure que vous allez prendre pour faciliter l'accès à l'emploi et surtout pour les jeunes, car le chômage des jeunes est très important au Luxembourg aussi. Je suis patronne aussi, j'ai Ah. une entreprise, je suis chef d'entreprise et en fait ce qu'il faut c'est une réforme du droit du travail. Ok. Il faut qu'on ait un travail plus flexible pour que les gens puissent mieux s'organiser et à ce moment-là les entreprises pourront aussi mieux s'organiser et éventuellement aussi embaucher Ok. Donc, flexibilité, voilà, c'est le mot-clé. absolument. Ok. Maintenant, concernant la précarité, à Luxembourgville, moi personnellement, j'ai vu qu'il y a de plus en plus de précarité. Mhm. Des chiffres, des études ont montré que sur 20 ans,
les personnes se retrouvent plus en danger de rentrer dans la précarité, donc qui sont pas forcément pauvres, mais qui sont dans le risque de tomber dans la pauvreté. Quelles sont les 3 mesures à prendre pour limiter cette précarité chez les personnes en général au Luxembourg? La pauvreté, on fait comment? Oui, bah, c'est déjà la pauvreté se combat surtout par l'emploi. Donc il faut qu'on facilite l'accès à l'emploi aussi par rapport à ce qu'on a fait les 10 dernières années, par rapport à la crèche, aux ouvertures des crèches, etc., pour que les gens puissent aller travailler. Donc je pense que ça c'est très très important. Et la deuxième chose c'est le logement. Si des gens sont en risque de pauvreté, c'est souvent parce que le logement est tellement cher, le loyer est tellement cher qu'il ne reste pas grand-chose pour vivre. Donc il faut vraiment le logement est vraiment, je pense, okay. la clé aussi pour. Ok, c'est clair, vos priorités sont claires. Concernant maintenant les impôts, c'est un enjeu crucial de cette campagne. Donc, si le Parti démocrate est de nouveau au gouvernement, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts. Pour qui? On les baisse. Pour qui? Quelles sont vos résolutions par rapport aux impôts? Et on aimerait bien une promesse concernant les impôts, une ligne que vous allez tenir ou que vous allez tenter de tenir. Oui, c'est l'individualisation, parce je pense que c'est vraiment plus de notre temps que l'État décide ou sanctionne des gens par rapport à comment ils vivent ensemble, s'ils sont mariés, pacsés, célibataires, s'ils vivent simplement ensemble sans être mariés ou pacsés, etc. Et ça, c'est une très très grande priorité. On a encore ce matin au marché, il y a des gens qui m'ont abordé par rapport à cette question-là, parce que dès que vous perdez votre partenaire, s'il décède par exemple, vous retombez après 3 ans dans une autre classe d'impôt. Il faut que les classes d'impôt réforme des classes d'impôt. Absolument. Okay. Et quoi d'autre concernant la gestion des impôts? Est-ce qu'il y a certains impôts que, par exemple, les impôts sur la fortune, qu'il faudrait augmenter, ou d'autres impôts qu'il faudrait baisser? Non. Donc c'est juste la réforme. Oui, mais c'est une très très grosse réforme, parce qu'il faut revoir les classes d'impôts. Et il faut aussi faire en sorte que les gens qui soient maintenant dans le système ne soient pas perdants. Donc il faut faire un phasing out, et c'est un très gros boulot. Ok. Maintenant, on va passer à une partie concernant l'écologie qui est très importante. Vous avez dit que c'est une de vos priorités. Quelles sont les 3 mesures précises que votre gouvernement, le Parti démocrate, envisagerait de prendre pour lutter contre le réchauffement climatique? Les panneaux solaires sur tous les toits, pour qu'on puisse produire notre énergie par nous-mêmes. C'est-à-dire vraiment soutenir les panneaux solaires sur les toits des maisons, etc., et des résidences, pour qu'on puisse produire notre énergie par nous-mêmes, et à la fin du jour, évidemment, être gagnant, puisque. Donc les panneaux solaires, voilà. Deuxième mesure. Deuxième mesure, c'est le transport en commun. On a déjà fait énormément de choses les 10 dernières années, par exemple la construction du tramway en ville, mais il faut investir plus encore dans les transports en commun. Il faut que les transports en commun soient plus commodes que la voiture, pour que les gens prennent les transports en commun. Donc un des enjeux aussi très importants de l'écologie, c'est la structure énergétique du Luxembourg. On a regardé très précisément. Justement, le gouvernement fait beaucoup de communication sur l'écologie, sur les fameux panneaux solaires. On a regardé les statistiques très précisément. C'est 3% les éoliennes, c'est 2% la biomasse, et 1,5% l'énergie éolienne. Donc il y a encore du travail, vous voyez. Il y a encore du travail, mais il y a surtout beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz qui est utilisé. Et on sait qu'au Luxembourg, il y a un gros clivage sur l'énergie nucléaire. Donc, est-ce que ce ne serait pas la solution d'utiliser l'énergie nucléaire, sachant que actuellement on voit, bien évidemment, il faut développer les énergies renouvelables, ou vous voulez développer les énergies renouvelables, mais les énergies renouvelables toutes seules, si elles sont toutes seules, elles ne sont pas accompagnées d'une autre énergie pour le moment, ça donne du gaz et du pétrole qui sont extrêmement néfastes pour le climat. Donc, est-ce que vous envisagez le nucléaire? Si Cattenom pète demain, ça sera néfaste pour nous tous. Hein. Oui, donc, mais Cattenom n'est pas fermé. Non, absolument. Oui. Et donc non, je ne suis pas du tout favorable aux centrales nucléaires, et pas du tout. Je suis favorable à la recherche pour qu'on puisse faire mieux et avoir une énergie alternative au pétrole et au gaz et au nucléaire. Et est-ce qu'on importe actuellement de l'énergie venant de Cattenom? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais je ne sais pas. Okay. Et parce que justement, si on décide de couper, quelle est réellement la stratégie en décidant de ne plus importer de l'énergie nucléaire, sachant que Cattenom fonctionne toujours, donc le Luxembourg utilise de l'énergie nucléaire qui est beaucoup moins chère, ou du pétrole, etc. Finalement, ça, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais si pas elle est moins chère. Si, oui, elle est peut-être moins chère, mais je ne sais pas si on utilise et à quel. Non, mais pas sur l'utilisation. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une fixette sur le nucléaire. On a dit qu'il y a un danger de catastrophe,
mais le fait est que Cattenom est toujours en marche, donc elle peut que c'est pas au Luxembourg, hein, donc non. on peut pas décider Mais il y a de quand même un Cattenom. risque. Non, vous Mais on pouvez en pas parle décider. à chaque fois qu'on voit nos homologues français, on parle à chaque fois de Cattenom. Nos collègues de la SAR font la même chose, parce qu'on aimerait bien voir Cattenom disparaître et mettre des éoliennes à la place, par exemple. Ouais, parce qu'il y a des études qui ont montré, une étude notamment du journal Le Monde qui a chiffré chaque 100 TWh en fait combien de morts, pas en prospective ni en rétrospective, juste globalement dans l'histoire, les énergies en fonction du type, combien de morts ça fait chaque 100 TWh. Les énergies renouvelables, c'est 2 à 4 morts, donc les plus vertueux. L'énergie nucléaire, c'est 7 morts. Si on prend le gaz et le pétrole, c'est beaucoup plus élevé, c'est 180 fois plus mortel que l'énergie nucléaire en prospective, avec les catastrophes comprises. Donc on voit concrètement 3,5 millions de personnes dans le monde meurent de la pollution avec les énergies fossiles. Au Luxembourg, elles sont extrêmement utilisées. Donc est-ce qu'il n'y a pas à revoir la copie sur le nucléaire? Parce que les catastrophes sont extrêmement rares. Il y a 500 centrales nucléaires dans le monde. Il y a eu 2 catastrophes qu'on connaît. C'était un risque de tsunami. Que je sache, au Luxembourg, il n'y a pas un risque de tsunami évident. Donc, est-ce qu'il n'y a pas réellement à revoir ça paraît, c'est une donnée, si on la regarde un peu plus factuellement, qui paraît plus idéologique que factuelle, parce que on peut parler de tout, mais si on parle de l'avenir et de l'avenir des enfants, etc., le nucléaire, c'est quand même très très difficile aussi comment dire. Bien sûr, il y a des problèmes, voilà. il y a des problématiques donc, avec les déchets, donc, mais on voit que. À mon avis, non. Donc non. Ok. Donc non, je pense qu'il faut développer les énergies alternatives, les énergies solaires etc. Mais je pense pas que le nucléaire soit une bonne alternative. Bah en tout cas, si le nucléaire n'est pas utilisé, on voit concrètement que c'est le pétrole et le gaz. Donc non, c'est pour ça que je dis il faut investir dans la recherche et il faut on a ces dernières années les énergies alternatives ont vu le jour parce que elles sont pas très très anciennes. On a de plus en plus d'électriques, de voitures électriques, etc. Il faut mais ça pèse très peu, comme je vous ai dit, ça pèse extrêmement peu. Donc, faisons mieux et voilà, investissons dans la recherche. Ce sera le pétrole et le gaz qui seront utilisés, qui sont beaucoup plus néfastes en termes de chiffres sur le réchauffement climatique. C'est des chiffres factuels, mais en tout cas, passons à un prochain sujet sur l'immigration. Donc, juste pour donner un contexte général à nos auditeurs. Donc, comme on sait, il y a le sol naturel, donc c'est le rapport entre les naissances et les décès. Donc, c'est le taux de fécondité. Au Luxembourg, c'est 1,37 par femme. Donc, c'est bien en dessous du taux de renouvellement. Donc, pour que la population croisse de manière stable. Ce qui veut dire qu'actuellement, il y a plus de morts que de nés. Il y a plus de personnes qui meurent qui naissent au Luxembourg. Et concernant le solde migratoire, donc les entrées, le rapport entre les entrées et les sorties, c'est 10 000 entrées, 12 000 en moyenne par an. Donc, faut-il continuer cette immigration ou que faut-il faire concernant la natalité? Est-ce que vous avez des mesures très concrètes, sachant combien on veut de migrants tous les ans pour alimenter la population et des mesures pour augmenter ce taux de natalité qui est extrêmement faible? Il est proche du Japon, c'est un des taux de fécondité les plus bas en Europe. Vous les tenez d'où de ces chiffres? Parce que mon dernier chiffre que je connais, il était à 1,9. 1,9 au Luxembourg. Oui. Ben, on pourra comparer les chiffres. Voilà, en tout cas, 1,9 c'est toujours en dessous de 2,1. Et je suis plutôt sûr, je suis plutôt certain de mes chiffres. Donc, mais on pourra comparer après. Mais en fait, les gens, ils ont des enfants s'ils arrivent à se loger et à s'organiser par rapport à leur travail et par rapport aux enfants. Et je pense qu'il faut arrêter de dire aux gens comment ils doivent vivre. Il faut laisser le choix aux gens de pouvoir travailler et avoir des enfants en même temps. En ce qui concerne l'immigration, comme je le disais tout à l'heure à votre collègue, ce n'est pas quelque chose qu'on décide. On ne dit pas là cette année on va prendre 10 000 nouveaux résidents. Si, avec Schengen, avec les frontières extra-européennes, on sait si on va décider. Donc vous parlez des réfugiés ou des gens qui viennent travailler, des Français, des Belges et des Allemands qui viennent au Luxembourg? Les gens peuvent pas contrôler les Français, les Allemands, c'est Schengen. Et je veux dire en général, il n'y a pas que l'immigration intra-européenne, il y a aussi l'immigration extra-européenne, les visas. Donc, oui, ça c'est clair. Mais bon, dans votre question, après, il faut voir de quoi on parle. Oui. Donc, parce que donc concernant si on est au Luxembourg, un Français est quelqu'un qui passe une frontière pour venir travailler ici. Mais donc, ça on peut pas le contrôler. On va y venir sur Schengen, s'il faut réformer ou pas réformer. Mais donc plutôt favorable. En ce qui concerne l'immigration en Europe, donc pas au Luxembourg en Europe oui, ça dépend des conflits dans le monde. Si je vois ce qui se passe en Afghanistan, avec les femmes qui n'ont aucun droit, mais pas un seul, même pas le droit de sortir, même pas le droit d'aller à l'école, aucun droit.
eh ben, je dois vous dire que le monde est en train de changer et pas dans la bonne direction. Donc, il faut évidemment qu'on soit solidaire avec les gens qui sont en danger de mort. Donc, et je pense que ça se calcule pas en chiffres. Ok. Il y a au Luxembourg, comme vous l'avez bien précisé, il y a 50% d'étrangers. Ça devient de plus en plus prégnant. Il y a des partis que vous considérez d'extrême droite qui deviennent de plus en plus prégnants et qui mettent ces sujets sur la table. Est-ce que vous qui frôlent l'extrême droite. Qui frôlent l'extrême droite, ok. Bon, qui jouent avec certaines limites. Selon vous, est-ce que l'immigration, pour vous, elle a des défauts? Et quels sont les défauts et comment les corriger? Par exemple, concernant l'intégration, est-ce qu'il y a des efforts à faire et comment améliorer l'intégration? Il y a certainement des efforts à faire. Il y a toujours, on vit pas dans un monde statique, donc il y a toujours des efforts à faire. On a maintenant voté la nouvelle loi sur le vivre ensemble, donc on parle plus d'intégration mais de vivre ensemble, parce qu'on arrive dans une société multiculturelle à Luxembourg. Et moi, je suis d'avis que c'est une vraie force pour le Luxembourg. Le multiculturalisme. Ouais, absolument, parce que on vient d'endroits différents, on a un savoir différent, on a des traditions différentes. Mais il y a des valeurs qui peuvent s'affronter. Il y a des valeurs qui peuvent s'affronter. Oui, mais tout ça vient ensemble ici. Ben alors, rencontrons-nous. Moi, dans mon expérience, j'ai vu que les gens avaient des a priori s'ils ne connaissent pas. Alors, souvent, ils ont des a priori par rapport à quelqu'un parce qu'ils connaissent pas. J'ai vu ça avec des foyers de réfugiés qu'on a ouverts entre 2013 et 2018. Et ben, une fois qu'ils étaient là, les gens m'ont dit ah non mais ils sont super et on les a rencontrés etc. Et le dimanche on fait un barbecue ensemble et ils font un truc qu'ils faisaient dans leur pays etc. Donc c'est surtout une histoire de rencontre, mais ça ne s'arrête pas aujourd'hui. C'est un travail de tous les jours parce que tous les jours il y a des gens qui arrivent, tous les jours il y a des gens qui partent, tous les jours voilà. Donc c'est pas du tout un truc statique. On peut pas dire un jour oh bah là voilà c'est bon l'intégration c'est fini. Non ça va jamais se terminer. Il y a certaines valeurs à définir parce donc, que justement. Donc on parlait tout à l'heure par exemple. Évidemment, on a des valeurs et on a des traditions et c'est très très important. Là, on est en train de parler en français alors que c'est une interview qui sera diffusée au Luxembourg. Oui, et ben notre langue, c'est le luxembourgeois. Mais le français aussi, c'est une des langues officielles. Oui, mais notre langue maternelle, ma langue maternelle, c'est le luxembourgeois. Et c'est notre culture, la langue luxembourgeoise, c'est notre tradition, c'est notre histoire, la langue luxembourgeoise. Donc, par exemple, moi, je trouve, et on voit aussi que les luxembourgeois apprécient si un étranger, c'est déjà dire moyenne, voilà, ça, parfois rien que l'effort est vraiment vraiment apprécié. Mais ce que je disais avant, c'est que la langue, ce n'est pas seulement une langue pour se parler, c'est une culture qui est derrière. Si vous comparez les infos à la télévision belge ou la télévision française, vous allez voir, c'est en français, mais c'est pas les mêmes infos parce que la culture est différente, la façon de présenter un sujet est différente. Donc la langue est très 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 importante. Le luxembourgeois est très important pour aussi apprendre, la façon de penser d'un pays et des gens du pays. Donc c'est un état de fait, le multiculturalisme, vous le prenez. Nous, ce qu'on voudrait objectivement pointer, c'est le choc de ces valeurs. Bien évidemment, une fois qu'on. Dites-moi, donnez-moi un exemple de choc de valeurs. Par exemple, le voile, concrètement. Je ne pense pas que ce soit un grand exemple. On voit en Iran actuellement qu'il y a une révolution où les femmes enlèvent le voile. Donc justement que dans un État comme par exemple le Luxembourg, on prône le voile, sachant que ça prône le voile. Non, pas, non, pas, non, non, on le prône pas. Mais c'est légal, c'est légal. Le voile, le port du voile est légal. Oui, derrière il y a 50 ans, le fichier était légal aussi, donc. Non, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que concernant les valeurs des femmes, ça a une idée assez particulière. C'est donc l'idée dans le Coran. C'est la pureté, c'est le fait que la femme doit se cacher contre la perversité des hommes. Là, c'est un choc, c'est concrètement un choc de valeurs entre les valeurs au Luxembourg, c'est l'égalité, ou de l'Occident, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, et peut-être les valeurs que peuvent avoir certaines tenues religieuses ou cultures venant d'ailleurs. Donc, comment on fait pour concilier est-ce que le multiculturalisme, est-ce que c'est justement on vient comme on est, ou est-ce qu'il y a un socle de valeurs qui est important à défendre? Évidemment qu'il y a un socle de valeurs. Si on dit aux enfants qu'ils doivent aller nager avec l'école, c'est pas négociable. Par exemple, pour donner un exemple, oui. Pour un contre-exemple de ce que vous dites. Après, vous êtes habillé comme vous le souhaitez, hein, moi aussi, et les autres aussi. Ça ne m'importe peu de comment les gens sont habillés, mais on a évidemment un socle de valeurs. On a aussi des lois et on a voilà, évidemment des valeurs que nous prenons nous, évidemment. Oui. Oui. Donc maintenant, on va parler maintenant de l'immigration au niveau européen. C'est un enjeu majeur, la démographie. La démographie fait l'histoire. En Afrique, il y a 1 milliard de personnes. On sait que l'Afrique est extrêmement déstabilisée. Il va en avoir bientôt 2,5 milliards, voire 3 milliards. Qu'est-ce qu'on fait avec Schengen? Comment
comment même les migrants climatiques, quelle est la stratégie européenne pour pallier à ces situations-là? Qu'est-ce qu'on fait concrètement parce qu'on sait que c'est des situations extrêmement graves, comme on l'a vu en Syrie, qui peuvent arriver. Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de les résoudre? C'est à petite échelle comme à grande échelle, il faut qu'on soit solidaire. On peut pas laisser la Grèce et l'Italie juste parce qu'ils sont à la Méditerranée seuls avec tous leurs problèmes. Il faut qu'on soit solidaire en Europe parce que sinon l'Europe n'a pas lieu d'exister si on n'est pas solidaire entre pays européens. Et je pense que ça c'est la valeur la plus importante, c'est cette solidarité qu'on a quand même eue dans le passé de voir comment on pourrait répartir les gens aussi. Mais c'est pareil ici au Luxembourg, comment répartir les gens dans le pays pour qu'ils soient pas tous à Luxembourgville ou à Esch. Il faut aussi une solidarité les négociations entre communes. sont extrêmement difficiles entre les pays. Il y a des pays qui sont Absolument. totalement contre l'immigration. Donc comment on va faire? Comment on fait pour... Oui, mais ça c'est un problème pour l'Europe parce que l'Europe est un projet de paix et d'ouverture et de liberté. Et donc ça c'est un vrai problème. Donc je ne peux que dire aux gens faites attention à qui vous votez parce que moi en tous les cas je voterai pour la liberté à Luxembourg et en Europe. Ouais. Justement, l'Union européenne, on vient de l'aborder, c'est un sujet majeur, c'est un sujet dont le Luxembourg a une voix extrêmement particulière de par les personnalités du passé. Robert Schuman, sa maison est pas loin d'ici, Jacques Santer, Juncker, Pierre Werner aussi. On sait qu'il y a des élections européennes qui arrivent, on sait qu'il y a des divisions majeures, il y a la guerre en Europe, la guerre est de retour en Europe. Qu'est-ce qu'on fait pour ressouder cette Europe? Quel est le projet luxembourgeois pour que cette Europe qui a créé la paix il y a 80 ans soit de nouveau unie et puisse avancer? On voit qu'actuellement il y a des blocages. Quel est le projet luxembourgeois et du DP? Quel projet que prend le DP pour sortir de tous ces problèmes au niveau européen? Je pense que une des clés du Luxembourg s'appelle Xavier Bettel. C'est quelqu'un qui arrive vraiment à réunir les gens autour d'une table, qui arrive aussi à parler à tous les gens de toute opinion politique, qui arrive à être convaincant, qui écoute aussi. Et il a prouvé par le passé qu'il arrivait vraiment à être un bon ambassadeur et un bon pont aussi entre les différentes nationalités. Et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il n'a pas la langue de bois. C'est-à-dire, il dit les choses comme elles sont et il confronte aussi les gens aux problèmes qu'ils pourraient créer en Europe. Et donc c'est la personnalité de Xavier Bettel c'est la personnalité parce que son point de vue cœur, point de vue tête et point de vue estomac, il est sur le bon côté de l'histoire et je pense qu'il lutte vraiment pour la solidarité européenne, pour la paix en Europe. C'est vraiment un très bon concrètement, quelle serait la stratégie des traités, des négociations, on sait l'Europe s'est fait à petits pas, le traité de Lisbonne, le traité de Maastricht. Est-ce que vous pensez qu'il y a un traité, certains sujets, la défense européenne qu'il faudrait La défense européenne est un sujet, je pense, très important. Si on regarde ce qui se passe en Ukraine et que ce sont les États-Unis quand même qui donnent un petit peu la marche à suivre. Voilà, exactement. Et c'est parce que on n'a pas une armée européenne, mais chaque pays a Donc sa vous êtes propre. Pour l'armée. Je suis en tous les cas, je suis pour les armées des pays, mais aussi pour qu'on s'organise. Donc un état-major commun serait concrètement. Voilà, pour qu'on s'organise point de vue Europe aussi. On va parler maintenant d'un sujet qui est la sécurité. On va relativiser déjà d'emblée parce que une étude a prouvé, parce que comme vous avez bien dit, l'insécurité c'est un sentiment. Et une étude américaine d'un cabinet américain en 2016 a qualifié Luxembourg la ville la plus sûre du monde. Par contre, on voit certains chiffres de criminalité partout en Europe qui sont en hausse. C'est un problème qui se pose quand même aux politiciens. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette hausse de l'insécurité au Luxembourg, de la criminalité globalement, dans des grands mots? Et aussi, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux assurer la sécurité à Luxembourg? Si je savais d'où elle vient, ça serait plus facile aussi de lutter contre. Donc, par exemple, dans notre programme, nous demandons la comparution immédiate, par exemple. Accélérer les procédés. Absolument, accélérer les procédés. Maintenant, en tant qu'ancienne ministre de la Famille et de l'Intégration, je sais très bien que la plupart des gens sans abri sont des gens sans droit au Luxembourg, qui viennent de pays tiers, qui n'ont pas eu le statut de réfugiés, de bénéficiaires de protection internationale et qui donc n'ont aucun droit et je pense qu'effectivement ils doivent ça arrive qu'ils tombent dans la criminalité, la délinquance parce que justement donc concrètement qu'est-ce qu'il faut pas faire pour rentrer chez eux. Il faut voir il faut signer des accords avec les pays tiers comme l'Algérie, la Tunisie, etc. Des pays problématiques. Ce ne sont pas des pays problématiques, mais en fait pas des pays problématiques, mais ils sont pas très réceptifs. Ils ne veulent, en fait,
ils veulent pas reprendre. ceux qui ne veulent pas venir, Ouais. disons. Voilà. Donc je pense que là, mais ça se négocie au niveau européen et pas au niveau Ouais, luxembourgeois. bien sûr. Maintenant, un sujet phare d'un de vos concurrents, le Parti socialiste, LSAP, l'éducation. Quelles sont vos 3 mesures phares qui vont changer l'éducation si vous êtes au gouvernement? En fait, je pense que l'éducation est le projet phare du Parti démocratique Aussi? et de Ok. aucun autre. Les 10 dernières années, le Parti démocratique et Claude Maige en particulier ont réformé le système éducatif de façon, mais vraiment exceptionnellement bien. On a maintenant les écoles européennes publiques parce qu'avant, dès que vous ne pouviez ou ne vouliez pas être scolarisé en luxembourgeois ou en allemand, vous étiez obligé de payer cher pour les écoles privées, ou alors vous étiez fonctionnaire européen et vous aviez droit à mettre vos enfants à l'école européenne. Maintenant, on a démocratisé le système, on a aussi introduit l'alphabétisation en français. Les enfants sont toujours ensemble, mais par exemple, ils ont des cours d'alphabétisation en français, les autres en allemand, et ils se retrouvent pour d'autres matières. Donc, je pense qu'on a vraiment Et quelles sont les 3 changé. mesures à venir, les mesures à venir? C'est développer ce qui a été fait ces 10 dernières années. Le but final étant toujours de donner les mêmes chances à tous les enfants pour que les enfants puissent tous réussir, peu importe de leur background familier. Je pense que ça, c'est vraiment, Okay. c'est la clé qui est très très importante à avoir. Okay. Madame la ministre de la Famille, est-ce qu'il y a du racisme, ex-ministre de la Famille, mais je vous appelle Madame la ministre par signe de respect. Est-ce qu'il y a du racisme au Luxembourg? Vous avez fait part de votre judéité, donc l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a un certain racisme au Luxembourg et comment lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie? Selon vous, quels sont les plans? Nous sommes tous quelque part un petit peu racistes. Nous avons tous des a priori. Donc je pense déjà que chaque matin quand on se lève, on devrait avoir comme projet pour la journée de lutter contre nos propres a priori, parce que c'est normal. On a tous on est tous biaised, on a tous des a priori. Biaisé, oui. Donc évidemment, il y a du racisme. On a vu ça aussi avec une étude sur le racisme au Luxembourg par rapport aux gens. Et là, il y a 3 sujets où le racisme est ressenti plus qu'à d'autres. C'est l'école, donc l'éducation, le logement, pour avoir un logement, et le travail, pour avoir un job. Et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, justement, donc c'est le fait de vivre ensemble, de se rencontrer. Mais au niveau de l'État, parce que là, personnellement, c'est bien évidemment, on peut tous se comporter de manière plus, d'une meilleure manière, d'être des meilleurs êtres humains. Mais au niveau de l'État, parce que le Parti démocrate veut prendre les règnes de l'État, encore une fois, veut continuer à la tête de l'État, qu'est-ce qu'il ferait contre le racisme en tant que chef d'État, pas en tant que chef d'État, parce que le chef d'État est le grand-duc, mais en tant que Premier ministre, en tant que membre du gouvernement, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le racisme? Il faut prendre plein de mesures là où je vous ai dit. Je pense que la formation, par exemple, quand je parle d'éducation, dans la formation initiale pour les instituteurs, il doit y avoir des formations aussi qui luttent contre le racisme qu'on pourrait avoir, par exemple. Pareil pour le travail, et dans le logement. En fait, il faut signer des chartes avec les agences immobilières pour qu'elles n'acceptent pas de propriétaires qui disent non, je ne veux pas quelqu'un qui soit de la communauté LGBTIQ ou qui fait 1m90 ou je ne sais pas. Okay. Donc le physique et le vécu des gens ne doit pas jouer dans l'attribution de logement. Ok. Un dernier sujet avant de passer à la conclusion. C'est un débat récurrent à l'international sur le Luxembourg, le fait que ce serait potentiellement un paradis fiscal. On sait que en 2014, il y a une étude journalistique d'une certaine manière extrêmement rude contre le Luxembourg. Le Luxembourg a accepté d'ouvrir les données, etc. C'est ouvert de plus en plus, est devenu beaucoup plus transparent. Mais dernièrement, le journal Le Monde en 2021 ils ont eu accès à toutes les données fiscales, etc. Et on se rend compte encore qu'au Luxembourg, il y a pour chaque 5 habitants, il y a une entreprise. Donc, je ne sais pas si les Luxembourgeois sont extrêmement entrepreneurs. En tout cas, il y a beaucoup d'entreprises. Par exemple, très concrètement, 6 rue Eugène Rupert, donc un bâtiment, il y a 1810 entreprises. Concrètement, c'est des coquilles vides. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de salariés. Ce n'est pas juste un sujet, c'est un sujet parce que ça pourrait mettre en danger le Luxembourg si il a été pointé par le Parlement européen qui l'ont classé comme un pays enclin à
à l'optimisation fiscale. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ces a priori qui pourraient jouer contre l'influence du Luxembourg et contre la bonne image du Luxembourg? On a fait pendant 10 ans, on a lutté contre et on est maintenant sur toutes les listes du bon côté. On n'est pas du tout blacklisté nulle part, plus du En tout, tout cas, alors il y a qu'on l'était. l'étude, elle montre qu'il y a une entreprise sur deux encore au Luxembourg qui ne serait pas transparente et qui ne publie pas correctement les bilans. Le Monde a Mais même quelle étude? de Le Monde. Vous parlez toujours des études, mais Oui, non, mais mais toutes les OCDE, etc., FMI, etc., ne nous ont pas du tout. Ils nous ont enlevé des listes. Le Parlement européen a fait en 2020 un rapport où il classait le Luxembourg oui, encore. mais non, il faut encore voir qui a fait le rapport. Bien évidemment, voilà, oui. Donc voilà, vous me dites des choses comme ça et vous voulez que je les commente. Si on veut un cas très concret, par exemple, oui. Le Monde a répertorié par exemple des personnalités venant de la mafia italienne dans les comptes luxembourgeois. Et comme je vous dis, il y a encore une entreprise. Si c'est vrai, il faut lutter contre. Mais nous, notre objectif est évidemment apparemment, le problème n'est pas forcément extrêmement réglé. Oui, mais d'un autre côté, on est quand même aussi en concurrence avec tous les autres États. C'est une question. Et on veut pas être plus. Donc, on est en Europe, on est tous logés à la même enseigne. Et donc, voilà, je pense que le Luxembourg s'est diversifié. Donc, c'est la diversification de l'activité au Luxembourg qui est très, très importante pour les emplois, justement. Pour les recettes fiscales, notre place financière est très très importante aussi, et il faut qu'on la soutienne. Et je pense que des coquilles vides et des gens qui sont, ce ne sont pas des bons ambassadeurs. On a tous besoin d'une place financière qui soit propre, et elle l'est. Pas de loi en vigueur pour lutter, par exemple, contre ces entreprises. Parce que comme je vous le dis, je vous le pointe, c'est les données du gouvernement luxembourgeois, parce qu'elle avait publié les données. Les journalistes ont fait leur travail et ont répertorié les entreprises. Il y a encore énormément de boulot à faire, si on peut le voir, parce que comme je dis, une entreprise sur deux qui n'est toujours pas transparente sur ses bilans. Il y aurait de l'argent, on ne sait pas trop d'où elle vient, donc pas de loi en ce moment. Moi, je ne suis pas la spécialiste fiscale, donc je vous invite à parler avec notre ministre des Finances qui saura dire beaucoup plus sur le sujet. Ok. Voilà. Donc maintenant, la partie la plus importante, les questions cruciales, c'est la conclusion. Donc Madame l'ex-ministre de la Famille, si vous voulez pas qu'on vous appelle Madame la ministre de la Famille. Comme vous voulez, Corinne, ça sera très bien. Madame la ministre de la Famille, pourquoi voter DP et pas CSFAO? Il faut voter DP parce que on veut vivre dans un pays libre, moderne, avec un Premier ministre qui nous représente à l'étranger et au Luxembourg, qui est proche des gens. Je pense qu'on ne trouvera jamais quelqu'un d'aussi proche des gens que notre Premier ministre Xavier Bettel. Je pense que le DP a démontré et démontre toujours qu'il est un parti moderne, mais qui respecte les traditions. On est un parti qui ne juge pas, mais qui renforce les gens, qui lutte contre la pauvreté et qui travaille pour les gens. Et donc, je pense que le DP est le seul vrai bon. Pourquoi vous et pas ADR? Pourquoi voter pour DP et pas pour ADR? Parce que nous, on est des gens qui aiment la liberté de tous. On est open-minded, ouverts d'esprit. Le DP, les gens du DP sont des gens ouverts de cœur, etc., qui veulent de l'empowerment, aider les autres, etc. Et on veut pas retourner en 1920 avec les femmes derrière les fourneaux qui n'ont rien à dire, etc. C'est pas du tout notre truc. Au contraire, on veut que tous soient égaux, peu importe votre couleur, votre appartenance religieuse, votre sexualité, vos parents, vos grands-parents, etc. On veut que les gens soient tous égaux. Pourquoi vous et pas les Verts? En fait, ça devient plus compliqué là parce que c'est un des enjeux de notre média, ça, parce que justement les jeunes ne voient pas tellement de différence entre les partis traditionnels. Donc, mais parce qu'en fait le DP il veut instaurer, comme je vous ai dit par exemple, des panneaux solaires, mais il veut aider les gens à le faire. Et en fait les gens les moins ceux qui ont le moins d'argent sont ceux qui ont des maisons le moins isolées. Donc il faut les aider. On a déjà fait ça par le passé. On avait instauré des primes par l'office social pour que les gens puissent s'acheter des nouveaux réfrigérateurs, par exemple, qui consomment moins, des nouvelles machines à laver le linge qui consomment moins. On veut continuer dans ce sens. Donc on veut vraiment que tout le monde nous suive dans
dans ce qui est la transition écologique. Je pense que c'est très important que ce soit pour tous. Et donc ça, c'est vraiment le DP qui donc des Verts concrètement. Pourquoi voter pour une transition écologique envisagée par le DP et non par celle des Verts? Qu'est-ce qui différencie votre parti Mais en fait, on est moins, comment je pourrais dire, on ne juge pas, mais on aide les gens donc vous pensez qu'ils sont plus radicaux que vous? Oui, je pense qu'ils sont plus radicaux. Ouais. Pourquoi voter DP et pas LSAP, le Parti socialiste? Parce que le DP est contre l'impôt sur la fortune, parce que l'impôt a déjà été payé, on ne va pas le redemander une deuxième fois. Le DP est pour l'introduction, comme je l'avais dit déjà, un code du travail, réforme du code du travail, voilà, qui soit bénéfique et pas dire voilà, on est pour travailler moins. Non, il y a des gens qui à un moment de leur vie veulent travailler plus et à d'autres moments on est beaucoup plus flexible. Okay. Et je pense que c'est ce que moi en tant que chef d'entreprise, c'est ce que je vois, c'est que les gens ils ont besoin de flexibilité par rapport aussi à l'âge de leurs enfants ou par exemple s'ils ont un parent malade à la maison, etc. Donc les gens ils ont besoin de plus de flexibilité. C'est ce que le DP propose. Okay. Et pourquoi vous et pas les pirates? Je connais pas le programme des pirates, sauf dire à tout le monde ce qu'il veut entendre. Donc je pourrais pas vous dire. Ok. Quel est le premier pays qu'il faudrait visiter donc quel est le premier pays que vous envisagez ou que le DP envisage, le Premier ministre envisage visiter quand ils arriveront au pouvoir? Le premier pays, c'est un grand symbole en général. Est-ce qu'on va voir la France, est-ce qu'on va voir l'Allemagne, est-ce qu'on va voir la Belgique? Quel est le pays de prédilection? J'aurais dit les 3 pays limitrophes, évidemment, et lequel des 3, ça dépendra probablement des agendas des uns et des autres, mais il faudra mieux le demander à Xavier Bettel lui-même. Ok. Quelles sont les 3 choses qu'on fait, les 3 choses que vous avez faites directement, vous êtes au gouvernement, quelles sont les 3 choses que le DP va faire? Le Premier ministre du DP, s'il est élu, qu'est-ce qu'il fait? Les 3 premières choses, les 3 premiers dossiers qu'il faut aborder directement. En fait, donc c'est donc le logement. Il faut vraiment revoir les lois sur le logement et voir logement, avec. Du coup, donc ah oui, le logement c'est de loin le 1. Donc priorité donc ça, logement, ok. Absolument, c'est la priorité. Les 2 autres sujets. Le deuxième sujet, c'est les impôts, l'individualisation des classes d'impôts. C'est très important d'individualiser maintenant les classes d'impôts. Okay. Et le troisième sujet, c'est l'éducation. Okay. Continuer de continuer les écoles comme l'a fait Claude Maïch par le passé. Je pense que ça aussi, ça doit être une priorité parce que les enfants doivent toujours être notre priorité. Quelle est la mesure phare qui va changer la vie des Luxembourgeois quand le DP sera au gouvernement, s'il est au gouvernement? Donc, si vous dites les Luxembourgeois, vous parlez des électeurs luxembourgeois. La vie au Luxembourg. Qu'est-ce qui vous envisagez d'être au gouvernement? Probablement, peut-être, vous serez au gouvernement dans les 5 années qui viennent. Vous avez un programme, vous avez des mesures à mettre en place. Qu'est-ce qui va changer dans la vie des Luxembourgeois? Quelle est la mesure qui va changer radicalement la vie? Ça dépend de votre vie. Si vous avez si vous avez le besoin de travailler de façon plus flexible, c'est ça qui va changer votre vie, votre organisation par rapport à vos enfants, etc. Okay. Si maintenant, par exemple, vous avez des enfants mais que vous n'êtes pas marié, la réforme fiscale va probablement changer votre vie, point de vue finance, par exemple. Et les mesures du logement, construire plus haut et plus densément, ça va changer la vie des jeunes qui ont du mal à trouver du logement. Okay. Donc 3 dernières questions. La mesure phare pour les jeunes. Quelle est la mesure phare pour les jeunes? Construire le logement. Okay. Oui. Quel est le sujet qu'on n'a pas abordé, qui vous tient à cœur et que vous voudriez parler 30 secondes? Quel est le sujet dont on n'a pas fait le détour et que vous pensez qu'il est légitime d'aborder? Donc par exemple, le handicap. Oui, j'aurais dit le handicap, c'est une chose. Donc, une société pour tous, c'est très important. Mais j'inclus toutes les différences que nous pouvons avoir. Le sujet dont on n'a peut-être pas du tout parlé, c'est la grande région, parce que je pense que la grande région est vraiment une force et le fait qu'on ait travaillé ensemble sur tout ce qui est transport en commun, sur les parkings relais, sur les écoles, etc., est une très grande force. Et nous avons besoin de cette grande région parce que finalement, même à Paris, à Berlin, à Bruxelles, ils savent pas comment on vit ici. On a vraiment la grande région est très importante pour Luxembourg et pour nous tous et ne l'oublions pas. Ok. Donc maintenant, vous avez 30 secondes pour vous adresser à la caméra. Vous devez convaincre un électeur. Vous avez 30 secondes. Qu'est-ce que vous lui dites? En fait, le Parti démocratique a démontré qu'il sait pas seulement gérer les crises, mais qu'il a le Premier ministre le plus moderne, qui est vraiment un ambassadeur pour le Luxembourg, au Luxembourg même et à l'étranger.
Nous avons besoin de Xavier Bettel comme Premier ministre pour représenter le Luxembourg, pour faire avancer les choses en Europe, pour lutter contre les guerres et contre les discriminations. C'est Xavier Bettel qu'il nous faut. Il faut voter le Parti démocratique. Lisez notre programme et vous allez être convaincus. Merci Madame Ken, merci les auditeurs. On se retrouvera pour un nouvel événement. Et encore une fois, merci pour votre temps. C'est gentil. Merci. Merci. Parfait. Bon. Enlève l'audio, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, faut pas oublier de faire.